Marie-André Poirier. Je suis professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal et je suis membre de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en contexte de protection de la jeunesse. Je remplace ce matin la directrice de l'équipe, Mme Geneviève Pagé, qui est avec nous, mais qui a un petit problème de voix ce matin, alors je lui prête ma voix. Alors, je suis heureuse de vous accueillir ce matin avec nos présentatrices que je vous présente dans quelques minutes pour la conférence intitulée « La loi C-92, quel impact possible sur les décisions entourant les placements et les adoptions d'enfants autochtones au Québec ». Donc, je vous rappelle que cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en contexte de protection de la jeunesse. Donc, Lisa, est-ce que tu veux mettre la prochaine slide, s'il te plaît? Je te remercie. Je vous rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que notre équipe a pour mission de produire des connaissances sur le développement de politiques et de pratiques sur les enfants placés et adoptés, et ça en collaboration avec les milieux partenaires, que ce soit des milieux des organismes communautaires ou des organismes du réseau. L'équipe compte 13 chercheurs de différentes universités à travers le Québec, 6 collaboratrices de milieux de pratique et 11 milieux partenaires, dont le milieu partenaire là, avec lequel on collabore à la présentation de ce matin. Si vous voulez apprendre à nous connaître davantage, là, on a mis sur notre présentation, notre page Facebook, notre site Internet et nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des questions sur la programmation plus large de notre équipe. Donc, ce matin, c'est la première de nos 3 conférences d'automne. Donc, je vous présente rapidement les 2 prochaines. Les inscriptions sont ouvertes. Donc, la prochaine, c'est le 24 novembre. C'est une présentation d'Anne-Marie Piché, Geneviève Pagé, avec comme collaboratrices de nos milieux Caroline Fortin, Marilyn Butler et Esteban Orlando Florent. Et je crois qu'il y a Marisa aussi Bossé-Pelchat qui sera là. Et le thème de cette présentation, c'est l'accès aux informations consignées au dossier d'adoption depuis la mise en œuvre de la loi 113 en adoption québécoise, un défi et point de vue des différents acteurs. Le 15 décembre, ce sera une présentation sur la formation des familles d'accueil au Québec, un défi collectif, point de vue des acteurs au cœur de ce défi. Donc, je serai la présentatrice de cette conférence accompagnée de Marie-Pierre Joly, de Véronique Noël et de représentants du milieu partenaire, dont Nathalie Pilibossian et Jean-François Rieu. Donc, c'est une invitation pour nos prochaines conférences. Et là, on va vraiment commencer là, dans la présentation qui vous intéresse ce matin. Donc, rapidement, vous présenter nos conférencières. Christiane Gay, qui est professeure titulaire au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Madame Gay travaille là, sur des enjeux de recherche autour des réalités des familles autochtones qui sont assujetties au régime de protection de la jeunesse. Elle s'intéresse particulièrement à l'enjeu de la reconnaissance par ces régimes, des conceptions singulières de la famille autochtone, des pratiques culturelles d'éducation, de protection, d'adoption coutumière et de guérison sur le territoire. Elle est accompagnée ce matin de Lisa Ellington, qui est professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Lisa, ses intérêts de recherche portent sur la protection de la jeunesse, la gouvernance autochtone des services sociaux, la collaboration intersectorielle puis les approches participatives. Elle s'intéresse aussi aux pratiques professionnelles qui façonnent l'expérience des jeunes et des familles autochtones. Et tout ça là, dans une optique de sécurisation culturelle et de prévention des placements. Finalement, elles sont accompagnées de Nadine Volant. Nadine est travailleuse sociale Innu, directrice des services sociaux et là, je ne vais probablement pas le dire de la bonne façon, Nadine, j'aurais dû me préparer puis le pratiquer avec toi. Je ne sais pas comment le prononcer, je vais te le laisser le prononcer tantôt. Des centres de services sociaux de la communauté Innu de Ouachat, Macmanio-Ténam. Elle possède une expérience de plus de 20 ans là, dans le domaine de l'intervention sociale auprès des jeunes et des familles, notamment en protection de la jeunesse. Au cours de sa carrière, elle a occupé différentes fonctions, là, dont éducatrice, intervenante sociale, superviseur clinique et gestionnaire. Et elle travaille en collaboration avec Christiane et Lisa depuis très longtemps. Donc, vous avez autour de la table virtuelle ce matin une équipe dynamique qui travaille ensemble depuis longtemps et qui va vous proposer là, une présentation là, sur leurs plus récents résultats de recherche. Alors, mesdames, je vous laisse la parole.
Merci. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter les deux ambassadeurs de Société Aide à l'enfance des Premières Nations pour le droit des enfants autochtones. Lorsqu'on fait des présentations, on est toujours accompagné de nos oursons ambassadeurs. J'ai ici avec moi Puamun, qui veut dire rêve dans la langue Innu. C'est un ourson intervenant qui travaille avec la communauté de Ouachat Matpaloëtanam pour le bien-être des jeunes de la communauté. Pareillement, Madame Christiane Gay a avec elle Kanigandet, qui veut dire aller de l'avant. C'est l'ourson Innu chercheur qui travaille avec nous dans le cadre des projets de recherche sur la gouvernance Innu en protection de la jeunesse. Ces oursons-là nous accompagnent dans les présentations et nous rappellent que nous travaillons d'abord et avant tout pour les enfants. Par la suite, on va vous présenter le webinaire d'aujourd'hui qui va porter sur 4 choses. Premièrement, comprendre le contexte d'émergence de la loi C-92, soit la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations et des Inuits et Métis. En deuxième partie, nous allons mieux saisir les objectifs et les composants de la loi et la portée de la loi sur les décisions concernant les placements et les adoptions des enfants Premières Nations. En troisième partie, nous allons vous présenter le modèle de bienveillance Chawechito de la protection, du modèle de protection Innu. Et en terminant, nous allons discuter des enjeux et des défis de la mise en œuvre de la loi C-92. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous apparaît quand même important de faire quelques petites précisions. D'abord, de savoir qu'il existe au Québec 10 nations et une nation inuit qui comprend 58 communautés et villages nordiques. Chaque communauté ou village autochtone est unique et possède aussi des valeurs et des traditions, des visions du monde qui leur sont propres. Les réalités qui entourent la protection de la jeunesse sont également très différentes d'une région à une autre. Certaines communautés ont des liens avec la province qui sont très positifs et construits avec des relations respectueuses et égalitaires. Certaines communautés qui ont aussi très peu d'enfants pris en charge par la protection de la jeunesse et d'autres qui sont à l'inverse, où les relations sont plutôt tendues et où il y a aussi de nombreux enfants qui vivent des mesures de placement. Il faut donc penser qu'il s'agit, il ne faut donc pas penser qu'il s'agit d'un tout qui est homogène là, par rapport aux communautés Premières Nations au Québec. Alors, c'est moi qui va prendre la relève avec la première partie de la présentation qui porte un peu sur la mise en contexte de la loi C-92. La loi elle a été adoptée dans un contexte socio-historique assez complexe qui est marqué par des années d'oppression, de marginalisation, mais aussi qu'on n'avait pas vraiment le temps de faire un retour sur ce contexte-là, mais pour faire une histoire très courte, disons qu'à la suite de la fermeture graduelle des pensionnats, qui a eu un impact considérable sur la vie des familles autochtones, est arrivé là, dans la vie des familles les services de protection de la jeunesse. Et donc, l'arrivée des services de protection s'est traduite par ce qu'on appelle aujourd'hui la RAF des années 60, où des milliers d'enfants ont été adoptés ou placés sur une base permanente là, dans des familles allochtones. Au Québec, l'arrivée de la protection de la jeunesse est arrivée un peu plus tardivement, mais dès l'entrée de la loi en 1979, on observe une surreprésentation des enfants autochtones en protection de la jeunesse. À l'époque, 2,6 % des enfants qui étaient pris en charge étaient autochtones, alors qu'ils ne représentaient seulement que 0,7 % des enfants ou de la population infantile.
Aujourd'hui, la surreprésentation, elle persiste. On constate que les enfants autochtones sont environ 4 fois plus susceptibles de faire l'objet d'un signalement, 6 fois plus susceptibles de voir leur sécurité et développement considérés comme compromis, 6 fois plus susceptibles de faire l'objet d'une mesure judiciaire et 8 fois plus susceptibles d'être placés en milieu substitut. Et la commission vient a même fait remarquer que dans certaines communautés, là, les chiffres pouvaient même être supérieurs à ces résultats-là. Dans les faits, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'environ 15% des enfants placés actuellement au Québec sont autochtones, alors qu'ils ne représentent que 2% de la population. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs parlent de la rafle du millénaire. Il y a bien sûr plusieurs raisons qui expliquent la surreprésentation. C'est un phénomène complexe, mais celle qui figure au premier rang, c'est le fait que les lois de protection de la jeunesse sont en porte-à-faux avec les visions du monde, les manières de comprendre la famille, de conceptualiser les pratiques de garde ou les manières de prendre soin et de protéger les enfants. C'est un constat qui a été fait à la Commission Vient, mais c'est un constat qui a été fait par plusieurs groupes de travail et autres commissions d'enquête dans le passé, si bien qu'à travers le Canada, il y a eu différentes tentatives d'adapter la loi de la protection de la jeunesse ou les lois de protection de la jeunesse aux réalités autochtones. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, que toutes ces tentatives d'adaptation-là n'ont pas vraiment eu d'incidence sur le phénomène de la surreprésentation partout au Canada. La surreprésentation, elle persiste et dans bien des provinces, elle ne fait simplement qu'augmenter et c'est une réalité là, au Québec. Bref, c'est dans ce contexte-là que la loi C-92 a été adoptée, Lisa, s'il te plaît, en juin 2019. Et la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 partout au Canada, y compris au Québec, même si le gouvernement du Québec a fait le choix, c'est d'ailleurs la seule province, qui a décidé de contester la constitutionnalité de la loi en faisant un renvoi à la Cour d'appel du Québec. Ils sont présentement là, en audience, donc on n'a pas encore les résultats de cette décision-là. Et on peut difficilement présumer là, de ce que sera la décision du tribunal. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que le Québec actuellement fait un peu d'une certaine façon, il occulte le fait que les peuples autochtones au Canada ont toujours relevé de la compétence fédérale, du gouvernement fédéral, si bien que le Parlement fédéral peut adopter des lois qui visent les Autochtones, même sur des sujets qui relèvent de la compétence provinciale. En fait, si les lois provinciales de la protection de la jeunesse s'appliquent aux Autochtones, c'est qu'en 1951, le gouvernement fédéral a adopté une disposition, en fait, c'est l'article 88, dans la loi sur les Indiens, qui est venu déléguer officiellement aux provinces sa responsabilité d'administrer certains services, dont les services de protection de la jeunesse. Et donc, ils peuvent, et même si là, c'est une responsabilité là, du gouvernement provincial, le fédéral, les provinces peuvent appliquer ces lois-là, même si les peuples autochtones relèvent du fédéral. En fait, dans les années 70, la Cour suprême a reconnu cette interprétation en disant que les lois sur l'adoption dans les provinces s'appliquent aux Autochtones simplement parce qu'il n'existe pas de loi fédérale sur l'adoption. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada était à même de développer cette loi-là et de l'adopter en juin 2019. En fait, en adoptant la loi C-92, le Parlement venait répondre favorablement aux nombreuses revendications des peuples autochtones en matière de protection de la jeunesse et venait aussi donner suite aux recommandations mises au fil du temps par différents groupes de travail et aussi les recommandations des commissions d'enquête. Et c'est concrètement une réponse à l'appel numéro 4 de la Commission de vérité et de réconciliation. Maintenant, la loi fédérale, elle propose en fait une réforme en profondeur des services de protection de la jeunesse et on va voir par la suite là, dans la présentation d'Elissa qu'on est vraiment là, dans un changement de paradigme. La loi, elle vise à réduire le nombre d'enfants qui est pris en charge en protection de la jeunesse. Elle vise ultimement là, à éliminer la surreprésentation dont on parlait un peu plus tôt. Elle cherche à promouvoir l'unité familiale et à prioriser
le maintien des liens que les enfants autochtones ont avec leur langue, leur culture, leur communauté et je dirais même leur territoire. Et elle fait tout ça là, en misant sur la prévention. La loi, elle fait, grosso modo, là, elle n'est pas très longue à lire. Je vous invite d'ailleurs à la lire. Ce n'est pas une loi qui est très difficile à lire, bien qu'une loi, ça reste une loi. Elle fait deux choses concrètement. La première chose, c'est qu'elle propose un ensemble de normes minimales qu'on retrouve aux articles 10 à 17. Et ces normes minimales-là, elles doivent être interprétées à partir de trois principes qui, eux, sont bien définis à l'article 9, notamment le principe de l'intérêt de l'enfant autochtone. La loi propose une nouvelle définition de l'intérêt de l'enfant autochtone. On doit aussi l'interpréter selon le principe de la continuité culturelle et de l'égalité réelle. La loi fait aussi une autre chose. Elle reconnaît la capacité des groupes autochtones de légiférer en matière de protection de la jeunesse. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de créer leurs propres lois et bien sûr de développer des modèles qui découlent de ces lois-là et ultimement de les administrer. Je vais y revenir un peu plus tard, mais ce qu'il faut peut-être juste préciser à ce moment-ci, c'est qu'il revient à chaque groupe autochtone de décider quand et comment il va développer sa propre loi. En ce qui concerne les normes minimales dont j'ai parlé un peu plus tôt, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que toutes les normes minimales, elles ont priorité sur la loi de la protection de la jeunesse. Et donc, quand il y a un conflit d'interprétation entre les dispositions de C92 et les dispositions de la loi de la protection de la jeunesse, ce sont les normes minimales qui ont priorité. Une petite nuance toutefois, ce ne sont que les articles 10 à 15 qui auront priorité sur les lois autochtones. Les articles 15.1, 16 et 17, les Autochtones n'auront pas à se préoccuper de ces dispositions-là quand ils vont développer leur propre loi. Même si la loi a fait l'objet de certaines critiques quand elle a été adoptée, notamment le manque de clarté de certaines normes minimales, le fait que certaines normes minimales puissent avoir priorité sur les lois autochtones, on considère, et je dirais la plupart même des juristes autochtones que je connais, considèrent que la loi vient bonifier la plupart des lois en matière de protection de la jeunesse au pays. Maintenant, ce que ces normes minimales-là viennent changer dans la pratique, je vais laisser maintenant la parole à Lisa qui va un peu nous expliquer un peu la portée de ces normes-là quand vient le temps là, de l'appliquer pour les intervenants ou les acteurs du système là, au Québec. Merci, Christiane. Donc, on a divisé un peu les normes minimales en tableaux, puis je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples là, sur comment ça pourrait changer concrètement les décisions en matière de placement et d'adoption. Donc, ici, on commence avec l'une des normes qui est l'une des plus importantes, c'est celle de l'intérêt de l'enfant, qui est l'article 10 dans la loi C92. Bien, elle est définie, on a vraiment une définition différente de l'intérêt de l'enfant, où oui, on prend en considération le bien-être, la sécurité physique, psychologique et affective de l'enfant, mais aussi le maintien de la continuité de ses rapports avec sa famille, sa collectivité et sa culture. Donc, la loi fédérale va venir mettre 8 facteurs à considérer dans l'intérêt de l'enfant. Par exemple, le patrimoine culturel et spirituel, la stabilité de l'enfant, la nature et la solidité des rapports entre l'enfant et ses parents, ses fournisseurs de soins s'il y a lieu et tous les membres de sa famille. On parle aussi de la préservation de l'identité culturelle, l'importance fondamentale de tenir compte du point de vue et des préférences de l'enfant quand on prend des décisions à son égard, considérer aussi les soins conformes aux traditions comme la garde ou l'adoption coutumière, par exemple, et aussi considérer les effets de la violence familiale sur l'enfant. Et donc, dans toute décision, incluant quand un enfant doit être placé en milieu substitut, ben, la continuité culturelle qui fait partie de ces différents facteurs-là, ben, c'est au cœur de la loi fédérale et ça prend beaucoup plus d'importance que dans la loi sur la protection de la jeunesse actuelle. Et oui, on va venir mettre de l'avant l'importance de la stabilité, mais c'est loin d'être le seul facteur à considérer dans l'évaluation du meilleur intérêt de l'enfant.
La continuité culturelle aussi, ben, ça va plus loin que la préservation de l'identité culturelle qu'on a dans notre loi provinciale à l'article 3 maintenant. Donc, quand on parle de continuité, on parle vraiment de rapport continu de l'enfant avec sa famille, avec sa communauté. Donc, on ne parle pas juste d'une famille d'accueil, par exemple, qui va faire participer l'enfant à des activités culturelles à l'occasion, comme un powwow, ou qui va s'assurer que l'enfant apprenne quelques mots dans sa langue en lui procurant des contes autochtones. Donc, s'il y a un placement en milieu substitut, ça suppose qu'il y a un plan clair qui soit élaboré pour que l'enfant ait accès de façon fréquente, continue et quotidienne à sa famille, à sa communauté et à son territoire. La loi C-92 ajoute aussi une disposition sur l'effet des services, donc à l'article 11, qui indique que les services doivent tenir compte des besoins de l'enfant, de sa culture, de son droit de connaître ses origines et qu'il faut aussi favoriser l'égalité réelle. On vient mettre ici l'accent sur le fait que les conflits de compétences, par exemple, entre le gouvernement fédéral puis le gouvernement provincial sur qui va donner les services, qui va les payer, etc., ben, ça ne devrait pas occasionner de lacunes ou de délais dans les services qui sont offerts. C'est dans la même lignée que le principe de Jordan, que vous connaissez peut-être, qui vient dire qu'on offre d'abord les services à la famille, puis ensuite on s'obstine sur qui va rembourser la facture. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi comme disposition qu'on n'a pas nécessairement là, actuellement dans la loi provinciale. Si je poursuis avec les normes minimales, ben, la loi C-92 va aussi vraiment miser sur l'importance de la prévention, notamment dans l'article 14 qui va dire que les services prénataux et les services préventifs ont priorité sur les autres services et doivent être rendus dans l'objectif de prévenir les placements et la prise en charge des enfants en protection de la jeunesse. La loi C-92 va aussi mentionner à l'article 15, et ça, c'est très intéressant, que l'enfant autochtone ne peut pas être pris en charge uniquement en raison de sa condition socio-économique, donc uniquement en raison de la pauvreté, par exemple, ou du manque de logement ou d'infrastructures, ou encore en raison de l'état de santé précaire du parent ou du fournisseur de soins. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, il ne serait pas possible de refuser l'implication d'une grand-maman comme famille de proximité uniquement parce qu'elle a un problème de santé ou une santé précaire. Et actuellement, pour ceux qui connaissent les critères d'accréditation des familles d'accueil et des familles de proximité, ben, la santé, ça en fait partie de ces critères-là. Donc ici, ben, on ne pourrait pas s'appuyer uniquement sur ça pour écarter le choix de la grand-maman comme potentiel fournisseur de soins. On voit aussi que dans la loi sur la protection de la jeunesse actuellement, un des motifs qui sous-tend la négligence physique, c'est notamment le besoin de logement. Donc, on voit qu'il y a une différence ici entre les deux lois. On ne pourrait pas uniquement intervenir en vertu de ce motif-là en disant, par exemple, que la famille a un logement inadéquat et que c'est la raison principale pour laquelle on intervient en protection de la jeunesse. Un autre article très intéressant de la loi C-92, c'est celui des efforts raisonnables qui mentionne très clairement que les intervenants doivent démontrer des efforts raisonnables, donc les efforts qu'ils ont faits pour maintenir l'enfant auprès de celui qui en prend soin. Donc, le fardeau de la démonstration des efforts revient à l'intervenant en protection de la jeunesse. Donc, par exemple, il doit se poser la question et aussi documenter. Est-ce qu'il a offert tous les services dont les parents auraient eu besoin avant d'en arriver à conclure qu'un placement est nécessaire? Est-ce que tous ces services-là ont été rendus et sinon, pourquoi ils ne l'ont pas été? Est-ce que, comme intervenant ou intervenante, ils ont exploré toutes les possibilités au niveau du placement en tenant compte notamment de l'ordre de priorité de placement. Donc, l'intervenant doit démontrer que l'ensemble de ces efforts-là ont été faits avant que l'enfant soit placé. Alors que ben, dans la loi sur la protection de la jeunesse actuellement, on dit que ben, toute décision doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial, mais on n'oblige pas nécessairement l'intervenant à faire la démonstration des efforts qu'il a fait. La responsabilité est plutôt remise là, dans les mains des parents qui doivent faire les efforts pour que l'enfant puisse retourner dans leur milieu s'il a été placé. Donc, il y a vraiment une différence ici là, dans le fardeau de la responsabilité.
Alors, concernant les placements, si on rentre un petit peu plus dans le détail, ben, la loi fédérale prévoit des priorités de placement qui sont similaires à celles qu'on a déjà dans notre loi provinciale. Donc, la priorité est d'abord de maintenir l'enfant auprès de ses parents, si ce n'est pas possible, auprès des membres de sa famille, sinon auprès des membres de sa nation ou d'une autre nation autochtone. Et en dernier recours, le placement dans une famille d'accueil non autochtone. Toutefois, il y a certains ajouts dans la loi fédérale, notamment le fait que les intervenants doivent faire un effort pour placer les enfants avec, dans le fond, les fratries ensemble ou encore placer un enfant avec les membres de sa famille élargie comme ses cousins, cousines. Lors des placements, les intervenants doivent aussi tenir compte des traditions en matière d'adoption. Ici, on parle par exemple de la garde coutumière ou de l'adoption coutumière, ce qu'on faisait déjà aussi depuis peu dans la loi sur la protection de la jeunesse. Un autre élément qui va changer en fait, qui change grandement la pratique, c'est le concept de réévaluation régulière que vous voyez dans le tableau. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que maintenant, les intervenants doivent réévaluer régulièrement l'opportunité qu'un enfant placé puisse revenir dans son milieu familial. Donc, la loi C-92 ne prévoit aucun délai maximal de placement comme on voit actuellement dans la loi sur la protection de la jeunesse où, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a certains délais à partir duquel on choisit un projet de vie stable et permanent pour l'enfant. Là, ce qu'on vient dire, c'est que il faut réévaluer régulièrement. Donc, on peut penser que des projets de vie, par exemple, l'adoption légale ou l'adoption plénière, dans ce contexte-là, ne soit plus possible, sauf s'il y a un consentement de toutes les parties, incluant l'enfant et ses parents. Donc, toute l'idée de projet de vie permanent vient être chamboulée avec cet article-là. Puis, la réévaluation régulière, ça ne veut pas nécessairement dire que tous les enfants autochtones vont être retournés avec leurs parents à la suite d'un placement, mais ça veut simplement dire qu'on ouvre la porte à cette option-là qui doit être systématiquement et régulièrement considérée. Et finalement, la loi C-92 mentionne aussi l'importance de privilégier l'attachement de l'enfant avec tous les membres de sa famille élargie. Donc, ça suppose de comprendre plus largement à qui l'enfant est attaché et de considérer ces personnes-là dans l'intervention, mais aussi de favoriser les liens d'attachement entre l'enfant et toutes ces personnes qui sont significatives pour lui. On renvoie vraiment ici au principe d'attachement multiple qu'on entend souvent là, en contexte autochtone. Et ce qui est différent quand même de ce qui est dans notre loi, en fait, de façon implicite, on va mettre l'accent surtout sur l'attachement de l'enfant à une personne significative. Donc, si je poursuis avec les deux dernières normes qui sont en lien avec les représentations et la qualité de partie. Donc, la première, c'est l'avis à la communauté. Donc, en ce moment, dans notre loi provinciale, quand un enfant autochtone est placé, la DPJ doit avertir le responsable des services sociaux de la communauté de l'enfant et lui dire qu'il y a eu un placement. Maintenant, dans la loi fédérale, on vient dire qu'il faut donner un avis aux parents, aux fournisseurs de soins s'il y a lieu et aux corps dirigeants autochtones avant qu'une mesure importante ne soit prise. Donc, pas une fois qu'un placement a déjà été fait. C'est vraiment une démarche qui doit être faite avant la décision. Et on vient dire mesure importante. Donc, ça pourrait inclure aussi d'autres types de mesures que le placement, par exemple, avant de choisir une mesure de contention ou d'isolement pour un jeune ou avant qu'un changement important survienne dans son quotidien. Donc, c'est un peu plus large. Et pour ce qui est des représentations au tribunal et de la qualité de partie, en ce moment, dans la loi sur la protection de la jeunesse, il y a uniquement l'enfant, ses parents et la DPJ qui ont qualité de partie, c'est-à-dire qu'ils peuvent assister à toute l'audience qui se déroule généralement à huis clos et qui peuvent être représentés par un avocat, puis assister à l'ensemble de l'audience. Alors que là, l'article 13 dans la loi fédérale nous dit que les fournisseurs de soins ont aussi qualité de partie et peuvent faire des représentations au tribunal.
Donc, les fournisseurs de soins pourraient concrètement assister à toute l'audience et d'être vraiment plus impliqués là, dans le processus. Quand je dis fournisseur de soins, ce n'est pas synonyme de famille d'accueil. C'est un peu comme ce qu'on appelle famille de proximité là, dans notre loi. Donc, c'est défini comme une personne qui s'occupe de l'enfant à tous les jours selon les pratiques ou la coutume de la Première Nation. Par exemple, des grands-parents, une tante, etc. Ben, autant dans la loi C-92 que dans notre loi provinciale, on mentionne aussi que le conseil de bande ou le corps dirigeant autochtone ou la personne qui agit en leur nom ben, peuvent aussi faire des représentations au tribunal, donc de donner leur point de vue sur la situation de l'enfant. Donc, voilà pour les normes. Et on voulait vous donner 2 petits exemples de comment ces normes-là peuvent orienter différemment les décisions qui sont prises en matière de placement et d'adoption. On a trouvé deux causes qui ont eu lieu très dernièrement. Les 2 se passent en Ontario. Donc, celle que je vous présente ici, c'est en lien avec une situation de placement. Donc, c'est une situation qui se déroule en Ontario, comme je vous disais. Ça concerne un enfant de 4 mois dont la mère est Chippewa et le père est de la nation Oneida. Et l'enfant est placé de façon temporaire dans une famille d'accueil autochtone. La société, qui est l'équivalent du DPJ, va demander le maintien de l'enfant en famille d'accueil en disant qu'il manque de supervision par les parents dans le milieu familial et qu'il manque de stabilité dans le milieu. Les parents, de leur côté, demandent le retour de l'enfant dans le milieu familial et le représentant de la communauté, lui, mentionne que l'enfant devrait être retourné auprès de ses parents avec supervision. Le juge, pour prendre sa décision, compare la loi provinciale de l'Ontario et la loi fédérale et va venir dire que les 2 lois vont mettre l'accent sur l'intérêt de l'enfant et l'unité familiale, mais que la loi fédérale est beaucoup plus précise par rapport au rapport continu que l'enfant doit avoir avec sa famille et aussi sur le principe de continuité culturelle. Donc, ce que le juge va faire à ce moment-là, c'est de questionner la grand-mère de l'enfant, à savoir si elle serait prête à intégrer le milieu familial pour assurer une supervision supplémentaire à l'enfant. Et la grand-mère dit, ben oui, pourquoi pas? Donc, la décision du juge, ça a été que le meilleur intérêt de l'enfant, c'est de retourner auprès de ses parents, mais avec une supervision de la grand-mère qui va résider dans le même logement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu de maintenir l'enfant dans une famille d'accueil non autochtone à plus long terme, on a demandé à la grand-mère d'intégrer le logement. C'était dans une approche consensuelle. Puis, on voit aussi que le représentant de la communauté a pu donner son point de vue et qui a été considéré dans cette décision-là. Donc, c'est l'une des façons plus créatives que nous amène là, la loi fédérale C-92. L'autre jugement qu'on avait envie de vous présenter, c'est aussi une situation en Ontario d'un enfant qui a été placé à la naissance en 2017 dans une famille d'accueil non autochtone, encore une fois. Et là, le jugement a lieu 3 ans plus tard. Dans cette situation-là, en 2019, donc 2 ans après le placement de l'enfant, la société, qui est l'équivalent du DPJ, va débuter le processus d'évaluation en vue de l'admissibilité à l'adoption de l'enfant par la famille d'accueil. Et pendant ce processus d'évaluation-là, qui a duré plusieurs mois, il découvre que l'enfant a des membres de sa famille élargie qui s'identifient comme autochtones, dont la tante paternelle. Donc là, la société, la DPJ, re-questionne le projet, puis se dit, est-ce que l'enfant peut être adopté finalement dans une famille non autochtone? On n'est pas sûr. La famille d'accueil, de son côté, se dit, le statut d'un enfant ne peut pas changer après plusieurs années. Nous, on poursuit notre objectif d'adopter l'enfant. La tante paternelle dit que elle n'est pas liée concrètement à une bande, mais elle s'identifie comme algonquine et elle aimerait que l'enfant soit placé chez elle. La grand-mère maternelle, de son côté, dit que l'enfant n'est pas autochtone et que la tante s'identifie comme Anishinaabe uniquement pour que l'enfant soit placé chez elle. Donc, on a des points de vue différents ici.
Et le juge, pour prendre sa décision, s'appuie encore une fois sur le principe de continuité culturelle qui implique de ne pas fournir des services qui contribuent à l'assimilation d'un groupe. Il dit que si c'est possible, l'enfant doit être placé dans un milieu qui est conforme à sa culture, à ses traditions, mais aussi à son patrimoine. Le juge ajoute que la société aurait dû se questionner dès le départ par rapport à l'héritage autochtone de l'enfant. Même si l'enfant n'est pas statué, n'a pas de statut officiel de Première Nation, le tribunal le considère quand même comme étant autochtone et le processus d'adoption par la famille d'accueil est alors interrompu et le juge mentionne qu'il doit avoir une nouvelle évaluation qui est faite de l'intérêt de cet enfant-là en considérant qu'il est autochtone. Donc, ici, on voit que la continuité culturelle, le fait qu'il faut réévaluer régulièrement les situations, ça fait en sorte qu'on a mis de côté le projet de vie permanent d'adoption, même si l'enfant vivait dans une situation stable avec sa famille d'accueil actuelle. Donc, ces deux exemples qui montrent comment c'est possible de repenser les situations, prendre des décisions différentes, éclairées par les nouvelles normes de la loi C-92. Il faut souligner aussi qu'en Ontario, leur loi provinciale est un petit peu plus proche des normes minimales, ce qui fait en sorte que c'est peut-être plus facile pour eux de prendre des décisions en fonction de ces normes. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Christiane, puis ensuite à Nadine, qui vont nous parler des lois autochtones puis des modèles d'intervention qui peuvent les sous-tendre. Alors, quelques mots là, avant de laisser la parole à Nadine sur les lois autochtones comme telles. Je l'ai dit un peu plus tôt, depuis 2020, les groupes autochtones peuvent développer leur propre loi. Une loi autochtone, quand elle sera en vigueur, elle aura la même force de loi que toute autre loi fédérale. Elle pourra remplacer en totalité ou en partie les dispositions de la loi de la protection de la jeunesse ou de d'autres provinces. Là. Les lois autochtones peuvent s'appliquer en même temps que la loi de la protection de la jeunesse. Par contre, quand il y a un conflit, c'est toujours la loi autochtone qui a priorité sur les dispositions de la loi de la protection de la jeunesse. Par contre, les lois autochtones ne doivent pas entrer en conflit avec certaines lois fédérales, notamment les normes minimales aux articles 10 à 15, dont j'ai fait état antérieurement, ainsi que l'article 23, dont je n'ai pas parlé, mais qui porte sur l'intérêt de l'enfant dans la loi C-92. Et les lois autochtones, bien sûr, devront respecter la Charte canadienne des droits et libertés et la loi canadienne sur les droits de la personne. Au Québec, à l'heure actuelle, il y a 10 groupes qui ont déposé leur avis d'intention pour élaborer une loi autochtone de protection de la jeunesse. Ça concerne 14 communautés, dont la communauté Innu, Uashat, Makmaliotenam et tous les villages inuits. Alors, voilà pour peut-être une petite mise en bouche. Je laisse maintenant la parole à Nadine qui va vous parler d'un modèle Innu de gouvernance de protection de la jeunesse. Alors, à toi la parole. Dans l'objectif de réduire les situations de placement puis de prise en charge des enfants par la protection de la jeunesse, la communauté d'Uashat travaille très fort depuis plusieurs années pour développer justement un modèle de bienveillance. Et depuis récemment l'entrée en vigueur de la loi C-92, l'objectif de la communauté, c'est maintenant d'avoir sa propre loi en protection de l'enfance. Chewachita, c'est le nom du modèle de bienveillance et Chewachita veut dire bienveillance en langue Innu. Rapidement, je vais vous expliquer la vision qui sous-entend le modèle et ensuite les particularités du modèle. Ici, on a élaboré une politique familiale. Les résultats de plusieurs recherches ont justement permis d'élaborer une politique familiale qui représente les fondements de la gouvernance Innu. On retrouve ici 5 grands axes qui vont permettre de s'assurer que la gouvernance Innu de protection de la jeunesse va être fondée sur l'Innu Eitun, qui veut dire la vie Innu. Ce sont des axes qui servent à orienter et à guider les interventions auprès des jeunes et des familles, pas seulement pour les intervenants en protection de la jeunesse, mais aussi pour tous ceux qui œuvrent auprès des familles dans la communauté. On
on voit bien ici que la gouvernance Innu s'articule à partir des valeurs Innu et d'une conception de la famille élargie qui émane du Notosinan. Notosinan qui veut dire en français territoire. Au centre, on retrouve les enfants, Wasut, qui se trouvent au centre de la famille Innu, qui est la famille Niganush, qu'on retrouve dans le cercle, qui fait partie intégrante du territoire, le plus grand cercle. Au centre, on retrouve aussi les quatre axes d'intervention. En haut à gauche, tous ensemble responsables de nos enfants, mis sur l'engagement de tous les membres de la communauté pour le bien-être des enfants et de leur famille, en renforçant, par exemple, les valeurs de l'entraide, de la responsabilité et du respect au sein de la communauté. En haut à droite, on retrouve l'autre axe qui s'appelle « Grandir en étant fier d'être Innu ». Ici, on veut s'assurer que la valorisation et la préservation de l'identité culturelle soient toujours une priorité, notamment pour les enfants qui doivent être placés à l'extérieur de la communauté. Ici, on s'assure que les jeunes connaissent leur histoire et leurs racines et qu'ils soient en mesure de développer un lien intergénérationnel fort et solide. En bas à gauche, des enfants Innu engagés, écoutés et respectés. La politique rappelle que les enfants, ils sont au cœur de la famille et ils représentent l'avenir de la communauté. On veut s'assurer que les jeunes qui connaissent leurs droits et qu'ils deviennent des membres actifs au sein de la communauté. Les Innu veulent s'assurer que leur point de vue soit davantage attendu et respecté, y compris en ce qui concerne les mesures de protection. En bas à droite, on a l'axe qui s'appelle des pratiques d'intervention respectueuses des valeurs de notre culture. Ici, les Innu veulent s'assurer que toutes les décisions qui sont prises à l'égard du bien-être des enfants soient guidées par les valeurs et les savoirs Innu. Ça veut dire de respecter l'expertise des familles, de reconnaître et de valoriser les pratiques familiales comme la cohabitation et la garde coutumière qu'on appelle communément en langue Innu, Nabubanian. Ce tableau vous donne une idée du modèle Innu de bienveillance. Il comprend les fondements, les principes qu'on retrouve au centre, la politique familiale qu'on vous a présentée précédemment, ainsi que les instances et la trajectoire des services. Dans notre réflexion, les Innu ont insisté sur le terme bienveillance. Chewachito. Parce qu'il fallait trouver un terme qui remplace le terme protection qui pour eux était trop associé à la DPJ. Donc, ils ont insisté pour nommer le système de bienveillance en langue Première Nation. C'est à partir de ce tableau que nous avons développé le projet de loi Innu de bienveillance qui est présentement en consultation. Il est impossible de présenter le détail, donc on va vous faire une courte présentation de la trajectoire et de l'instance sur laquelle nous travaillons. Le modèle prévoit un accueil centralisé, un 24/7, qui est équivalent au CLSC et au signalement. En haut du cercle de la politique familiale. C'est celle qu'on retrouve en encadré. Dans la trajectoire des services, la priorité est d'offrir des services de prévention. C'est toute la partie qu'on retrouve à gauche en haut. Si on est en face d'une situation de vulnérabilité importante, d'un risque d'alerte, on va offrir des services intensifs ou de crise. Ici, nous employons le même terme alerte pour le synonyme de signalement au niveau de la province. Ce terme est utilisé aussi chez les Atikamekw. L'idée, c'est d'intervenir en amont des situations et d'éviter le plus possible d'enclencher des soins particuliers de bienveillance. Puis on s'entend, les soins particuliers de bienveillance, c'est celles qui se rapprochent aux interventions qui font référence à la LPJ.
Les soins particuliers de bienveillance sont enclenchés seulement si l'alerte porte sur un abus physique, un abus sexuel ou une négligence grave, lorsque les services préventifs ou intensifs ne suffisent pas ou s'il y a refus de service de la part des parents. On voit ici que le modèle respecte les normes minimales dont on a parlé tout à l'heure. On mise vraiment sur les services préventifs, en priorité sur l'accompagnement et le soutien offert aux familles. Avec un tel modèle, on peut penser que les situations de placement vont tendre à diminuer lorsque ce sera mis en œuvre. Dans la trajectoire des soins particuliers, la trajectoire qu'on retrouve à votre droite, on a prévu 2 instances. Celle-ci s'inspire de ce que font les Atikamekw, soit le conseil de famille et le conseil des sages. Le conseil de famille est composé d'un enfant, des parents, d'un accompagnateur Innu, de personnes significatives de la famille ou de l'entourage, du directeur ou de son délégué évaluateur, d'un intervenant des services psychosociaux qui peut venir de la première ligne. Les grands-parents devraient être autant que possible faire partie du conseil de famille. C'est au niveau de ces instances qu'on va décider de faire le plan de soins de bienveillance. Et puis là, on va identifier les membres qui vont composer le cercle d'aidants, ceux et celles qui vont accompagner et soutenir les parents et la famille. Les décisions sont toujours fondées sur un large consensus. Lorsque le conseil de famille ne parvient pas à prendre une décision ou lorsqu'il est impossible de tenir une réunion en temps utile, ben, le directeur peut référer la situation au conseil des sages. Pour ce qui est le conseil des sages, il va être composé il est important qu'il soit composé des membres, je ne parle pas du conseil des sages, mais je parle bien du cercle de la famille, là. Il est important qu'il soit composé de la famille puis des gens qui vont être impliqués dans l'intervention, qu'ils soient autant en première ligne ou en deuxième ligne. On s'assure de faire ici la mise en œuvre de l'entente de soins particuliers de bienveillance qui fait suite à l'évaluation de la situation. Jusqu'à ce qu'il y ait une revision, parce que quand on a offert des services, on va reviser, puis là, on va décider soit de mettre fin aux soins particuliers de bienveillance où l'intervenant va tout simplement, avec l'accord des parents, poursuivre son accompagnement avec eux et va remettre son chapeau de première ligne. Ici, la particularité, c'est que l'intervenant qui va travailler en première ligne et en deuxième ligne peut aussi poursuivre l'intervention avec la famille. Donc, qui assure une certaine stabilité par rapport aux services qui sont offerts aux familles. Pour ce qui est du Conseil des sages, dans la réflexion qu'on a faite par rapport à cette instance, celle-ci va être composée de 8 personnes qui vont être reconnues comme pour leur sagesse, soit 4 personnes de Uashat et 4 personnes de Maliotanam, qui incluent aussi un jeune de chaque communauté. Le Conseil des sages il est constitué lorsque les parents, l'enfant ou le directeur où les directeurs sont en désaccord avec une décision qui va être prise par le conseil de famille ou si c'est impossible justement de pouvoir réunir un conseil de famille dans une situation d'un enfant. C'est sûr que dans cette situation, les soins d'urgence peuvent être toutefois appliqués à tout moment malgré l'opposition des parents et de l'enfant jusqu'à ce qu'il y ait un plan de soins particuliers de bienveillance ait été établi suite au conseil de famille et au conseil de sages. Ici, on va parler des enjeux et des défis de la mise en œuvre.
ce qu'on peut constater, c'est que le manque de confiance est un obstacle majeur. En fait, même si les principaux dirigeants du système québécois de protection de la jeunesse vous diront qu'ils sont en principe en faveur avec l'autodétermination, on a vu dans les témoignages de la commission bien que la plupart doutent de leur capacité à administrer leur propre service de protection de la jeunesse. La crédibilité des communautés sont constamment remises en cause. On voit par contre qu'il y a quand même des avancées. Par exemple, la Commission Laurent qui reconnaît que l'autodétermination est la voie à suivre pour les Premières Nations. Mais actuellement, on a des gros enjeux aussi avec les normes minimales qui ne sont pas appliquées par les avocats, par les juges, puis les intervenants en protection de la jeunesse. Il n'y a aucune formation qui est donnée à ce jour aux intervenants socio-judiciaires par rapport aux normes minimales et à l'obligation de la mise en œuvre. Donc ici, jusqu'à temps qu'il y ait une loi qui se concrétise, cette étape d'application des normes minimales est cruciale. C'est un véritable enjeu. Si on n'applique pas ces normes, il y a de fortes chances que le taux d'enfants autochtones placés dans les milieux non autochtones soit pas nécessairement significativement diminué. L'autre enjeu qu'on peut retrouver aussi, c'est l'enjeu au niveau du financement. C'est un obstacle qui est quand même assez important dans le développement d'un système original de protection qui nécessite des ressources humaines et des ressources financières à long terme. Enfin, le renvoi de la Cour d'appel par le Québec pour invalider la loi fédérale est aussi un obstacle additionnel sur le chemin de l'autodétermination dans les projets de gouvernance pour les Premières Nations. Ici, ça termine la présentation et on est rendu à la période de discussion. Juste peut-être un petit peu avant la discussion, juste en guise de conclusion, vu que je vois qu'il nous reste quelques minutes. Donc, ce qu'il faut retenir de notre présentation, c'est que les normes minimales de la loi fédérale qui s'appliquent en ce moment, comme Nadine vient de le mentionner, elles nous permettent de repenser les décisions en matière d'adoption puis de placement pour les enfants autochtones et la mise en œuvre de ces normes minimales-là vise vraiment la diminution des placements en milieu substitut et particulièrement en milieu non autochtone. Et probablement qu'on peut penser aussi à l'arrêt éventuel des adoptions plénières pour les enfants autochtones sans le consentement des parties. Et la loi vient nous dire aussi de miser vraiment davantage sur les services préventifs, des services intensifs aussi pour éviter les placements, comme on a pu voir dans le modèle Innu de bienveillance. Aussi de vraiment prioriser la famille, l'ancrage au territoire, de considérer le point de vue de l'enfant et aussi les soins conformes aux traditions comme la garde coutumière et l'adoption coutumière. Un autre élément aussi fondamental puis au cœur de la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment que les normes minimales accordent une prépondérance au principe d'unité familiale et de continuité culturelle. Donc, ce qui fait en sorte que ce sont des principes qui sont au cœur de l'intérêt de l'enfant et qui sont vraiment des incontournables à considérer dans toutes les décisions qui sont prises en protection de l'enfance, mais incluant les décisions en matière de placement. Et finalement, la loi C-92 permet aussi aux communautés d'affirmer leurs droits, de prendre soin de leurs enfants, de légiférer en matière de protection de l'enfance, puis aussi de gouverner des services qui découlent de telles lois, puis de développer des nouvelles trajectoires, donc de repenser le continuum de services qui est offert pour vraiment miser sur la prévention et l'accompagnement des familles. Donc voilà, je me suis permis une petite conclusion avant la discussion. Donc, Chinishkumiten, merci. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation très intéressante. Il y a plusieurs questions dans le chat, donc je vais vous les soulever. Je pense qu'on pourrait arrêter, en tout cas, je ne sais pas si tu veux arrêter le diaporama, Lisa, c'est comme tu veux. Il y a différentes questions sur le chat. Je vais tenter de vous les adresser les unes après les autres. Je vous laisse le choix de la personne qui doit répondre. Dans un premier temps, je pense que c'était aussi en réaction à vos deux mises en situation, mais il y a quelqu'un qui demandait comment
c'est quoi la reconnaissance légale filiale, probablement du statut autochtone? Donc, est-ce que c'est le certificat de naissance? Est-ce que c'est la biologie qui prime? Comment s'inscrit cette idée de reconnaissance filiale dans les communautés autochtones? Je ne sais pas si, Christiane, la question t'apparaît claire. Je vais répondre, je vois les petits yeux à Nadine, mais pas sûre elle-même, mais ce que je comprends de la question, c'est comment on fait pour savoir si un enfant a un statut autochtone ou pas. Est-ce que c'est ça la question? Donc, ça prendrait une demi-heure juste pour vous expliquer les nuances de comment, mais c'est biologique, là, c'est vraiment selon le sang là, qu'on détermine le statut d'un enfant autochtone. En principe, dès qu'un enfant naît dans une communauté, on va, les familles vont aller chercher leur attestation et donc faire en sorte que l'enfant soit vraiment, qu'il ait son statut d'Indien. Mais c'est sûr une famille autochtone, une femme autochtone qui se marie à un homme autochtone, l'enfant va avoir son statut. Si cet enfant-là, qui a un parent, qui n'a pas deux parents, se marie à un enfant qui n'a pas aussi deux parents, bien là, ça va avoir des effets là, à moyen terme sur le statut. On peut perdre son statut parce que vraiment, en ce moment, c'est une question de sang. Mais là, je pourrais rentrer dans le détail, mais c'est un peu complexe. Là. Et je pense que ça répond à la question. Je pourrais peut-être ajouter, puis on l'a vu un petit peu là, dans le cas de l'adoption qui a eu lieu, qui n'a pas eu lieu finalement en Ontario, où le juge s'est questionné est-ce que l'enfant est autochtone ou pas autochtone? Et finalement, même si l'enfant n'avait pas son statut officiel, étant donné que dans sa famille, les gens mentionnent que oui, il y a un héritage autochtone, etc., bien, il a été considéré quand même comme tel parce que ça fait partie de son histoire et de son patrimoine. Donc ça, c'est une chose. Je pense que quand il va y avoir des lois autochtones, ça va appartenir aussi à chacune des communautés aussi de déterminer à qui cette loi-là s'applique. Puis ça répond peut-être à une autre question sur le chat. Donc, est-ce que c'est une loi qui va s'appliquer uniquement aux personnes qui ont leur statut et qui résident dans la communauté? Ça pourrait être ça. Est-ce que c'est une loi qui s'applique à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la communauté, qu'ils soient autochtones ou non? Est-ce qu'on a un code de citoyenneté, par exemple, comme il y a dans certaines communautés, là, où il y a des codes de citoyenneté, des codes d'appartenance, ou ce qui fait en sorte qu'il y a des enfants qui ne sont pas nécessairement statués, mais que leurs deux parents vivent sur la communauté et l'un d'entre eux est membre. Il y a des codes de citoyenneté particuliers. Donc, les communautés vont pouvoir aussi réfléchir à ces questions-là en ce qui concerne là, la loi C-92 plus particulièrement, mais c'est très complexe, puis on peut voir ici qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Sauf que la loi ne s'appliquerait pas, par exemple, si moi je déménage à Chasibi parce que j'y travaille avec ma famille, puis qu'il y a une loi autochtone qui est là dans la communauté, elle ne s'appliquera pas à mes enfants parce que moi, je n'ai pas d'appartenance, je n'ai pas de statut ou je ne fais pas partie là, du conseil de cette communauté-là. Donc, ça, juste une précision. Bien sûr, ça va s'appliquer à ce que les Autochtones vont décider qui ont un statut ou qui ont une appartenance autochtone là, ou à la communauté. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Dans la série de questions, là, il y avait aussi une autre question qui disait s'il y a négligence sur le plan physique, bon, vous dites que dans la C-92, toute la question de la négligence sur le plan physique ne s'applique pas pour des questions de logement. Est-ce qu'il pourrait quand même y avoir des interventions dans les situations où les parents et les enfants sont sans abri, par exemple, où il y a absence de logement? Donc, comment cet aspect-là est considéré dans l'évaluation des situations de négligence? Lisa, tu veux-tu répondre? Oui, bien, je peux répondre. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on intervient uniquement parce que les parents, par exemple, et l'enfant vivent dans une situation où ils n'ont pas de logement, où ils sont sans abri, par exemple, ou il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a lieu d'intervenir. Puis on pourrait se poser aussi la question, pouvons-nous, dans cette situation-là, intervenir en prévention et soutenir la famille pour qu'elle puisse trouver un logement? Donc, on va aussi avec le principe d'égalité réelle, d'offrir des services en priorité. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir concrètement la famille pour qu'elle puisse se trouver un logement
logement plutôt que, par exemple, de placer les enfants en milieu substitut. Donc, on a toujours cette question-là de priorité au service préventif qui, là, va vraiment prendre tout son sens pour éviter que cette famille-là se retrouve assujettie à la protection de l'enfance uniquement en raison du fait qu'il n'y a pas de logement, par exemple, qui est disponible pour la famille. Donc, ça nous impose vraiment de repenser la décision puis d'intervenir vraiment différemment plutôt que de mobiliser une loi d'exception, finalement, pour une situation dans laquelle la famille a seulement besoin d'aide, finalement, pour se trouver un toit pour ses enfants. Donc, j'irais vraiment plus avec cette optique-là là, dans la réflexion. Merci beaucoup. Peut-être en lien un peu avec cette question et les motifs pris en compte, Nadine, dans le modèle que tu as présenté autochtone, tu as nommé des motifs de compromission ou des situations qui permettent l'intervention de ce nouveau service de protection autochtone. Et il y a quelqu'un qui demande, on ne voit pas de lien avec, entre autres, les mauvais traitements psychologiques ni les troubles de comportement sérieux. Donc, est-ce que dans le modèle, ce genre de situation-là est aussi prévu? Écoute, c'est sûr que en termes de situations graves, ça peut être des choses qui peuvent être prévues parce que il faut comprendre que faire une loi, peut-être qui va être la base de notre intervention dans la communauté, ne fera pas en sorte qu'on va laisser des enfants dans des situations de précarité ou qui vont être exposés à la violence conjugale ou autres formes de... Sauf que c'est sûr qu'il y a possibilité de faire des interventions qui sont aussi préventives. Parce qu'on est en réflexion aussi à voir qui sont les gens qui signalent le plus. Puis notre constat qu'on voit dans la famille, c'est pas dans la famille, mais dans la communauté, c'est qu'il y a des interventions qui sont je veux dire, il y a des interventions qui sont faites par les policiers, qui sont les plus grands signaleurs, en tout cas dans notre communauté actuellement. Donc, c'est sûr que ces gens-là sont les premiers répondants qui vont aller faire des interventions. Donc, est-ce qu'on peut faire des interventions directement en soutien à ces familles-là, justement pour travailler les difficultés qui sont rencontrées avant justement d'avoir un processus sur lesquels on va aller sur les services offerts par le système de protection de l'enfance. Mais écoutez, c'est sûr que présentement, on ne fait pas ce type d'intervention-là, mais il va y avoir des discussions nécessaires à avoir avec aussi les membres de la communauté pour lesquels on va consulter la loi, qui vont éventuellement aussi nous dire et identifier leurs préoccupations. Puis moi, je suis Première Nation, puis je peux vous dire que nos membres sont préoccupés par les situations des enfants et des enjeux qui les concernent. Donc, probablement qu'effectivement, il va y avoir des interventions qui vont être faites à ce niveau-là et même dans la définition de certaines situations qui vont être définies par rapport aux réalités de nos communautés aussi, là. Puis peut-être pour rassurer, il y a toujours la mécanique des alertes, là. Les alertes, elles vont juste arriver au même endroit. Alors, quand quelqu'un veut des services par lui-même ou qu'il y a une alerte, ça rentre, c'est une accueil centralisé. Alors, si un enfant est en trouble de comportement et la mère ou le parent ou le grand-parent fait une alerte, il va y avoir en priorité des services préventifs ou des services d'urgence ou des services de crise. Si l'enfant ou les parents, il n'y a pas de collaboration, c'est sûr que là, on va aller de l'autre côté. On va aller à droite dans le modèle. Le modèle, en fond, ce qu'il prévoit, c'est qu'il y a une réponse de prévention ou une intervention de crise avant de mobiliser les services qui sont un peu plus intensifs, là. Merci beaucoup, mesdames. Il y a une question. Quelqu'un demande, est-ce que vous pouvez préciser la différence entre ce que vous appelez les fournisseurs de soins et les parents? Est-ce que quand on parle les fournisseurs de soins, Lisa, j'ai cru tout à l'heure que tu as dit que c'est les gens qui prennent soin de l'enfant au quotidien, mais qui ne sont pas les parents? Est-ce que tu peux faire la distinction?
Oui, exactement. Donc, quand c'est pas les parents ou là, Marie-Claude mentionne les parents de fait. Donc, il y a quand même une distinction entre les deux. Le fournisseur de soins, c'est vraiment comme ce que l'on voit là, comme une famille de proximité, par exemple. Donc, si l'enfant a toujours vécu, par exemple, avec sa grand-mère, toujours, depuis sa naissance, on va considérer à ce moment-là la grand-mère comme un parent de fait. Parce que c'est la personne qui a toujours pris soin de l'enfant. À ce moment-là, exemple, il y a un signalement dans la situation de la grand-mère et là, qui nécessite, par exemple, un placement et on décide de placer cet enfant-là chez la tante. La tante est considérée comme un fournisseur de soins. À ce moment-là, ça voudrait dire, par exemple, au tribunal, qu'on retrouverait la grand-maman qui est considérée comme un parent de fait, supposons. Et là, juridiquement, est-ce une partie ou non, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais le fournisseur de soins dans cet exemple-là serait la tante. Donc, il y a quand même une distinction entre les deux, là. Je ne sais pas si ça répond à la question de, de Marie-Claude. J'espère que oui. Ah oui, donc tu as la réponse, pouce en l'air de Mme Paquette, merci beaucoup. Donc, peut-être parce que tu as amené cette question-là, je me permets de poursuivre. Quelqu'un soulève que dans le modèle que Nadine, tu as présenté, il ne semble pas y avoir de recours aux tribunaux. La personne soulève ce qui est intéressant. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, est-ce qu'il y a un recours au tribunal qui est prévu? Est-ce que ce sera encore la Cour du Québec? Donc, un peu le pendant ou le parallèle avec le système actuel. Je ne sais pas si c'est Nadine ou Christiane qui veut répondre. Écoute, c'est sûr que pour l'instant, il va falloir penser que lorsqu'il va y avoir une mise en œuvre, il va falloir qu'il y ait une transition, hein. Une transition va s'échelonner, selon moi, sur quelques années, puisqu'on a quand même des dossiers qu'on a présentement avec des ordonnances où on doit, qu'on a eu, qu'on doit appliquer. Mais ce qu'on constate, si on regarde le modèle des Atikamekw, les tribunaux sont moins sollicités dans les modèles Premières Nations. En tout cas, si on regarde dans le phénomène au niveau Atikamekw, je pense qu'effectivement, on risque d'avoir au cours des années un renversement par rapport à la représentation des dossiers au niveau du tribunal de la jeunesse. Présentement, je ne serais pas en mesure de vous dire concrètement si il y aura pas des dossiers qui vont être présentés puisqu'on n'a pas nécessairement encore défini. On a oui, effectivement, peut-être penser qu'il y aurait possibilité, si le cas échéant, mais je te dirais aujourd'hui, ce serait prématuré. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une transition, puis peut-être qu'il risque d'avoir des dossiers qui vont être présentés au tribunal de la jeunesse éventuellement. Mais ça, si on regarde les expériences actuelles, on tend à avoir une augmentation des dossiers qui ont des suivis avec des mesures volontaires. Présentement, quand on parle de Ouachita-Macmilliottenam, on a 90% et plus de dossiers qui sont suivis par mesure judiciaire et peut-être moins d'une dizaine de dossiers qui sont en mesure volontaire. Donc, au cours des années, il risque d'avoir un certain renversement puisque les familles vont être probablement moins résistants à l'intervention puisqu'on observe justement cette résistance-là avec les systèmes provinciaux, par méfiance des systèmes provinciaux aussi de nos parents. Donc, à court et moyen terme, je pense qu'il va y avoir probablement des changements par rapport à ça. Merci beaucoup. Il y a eu plusieurs questions dans le chat, probablement suscitées, Lisa, dans les deux situations que tu as présentées, celle de l'enfant pour qui le projet d'adoption a été arrêté. Il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais tenter de les résumer, qui portent vraiment sur toute la question des connaissances et de la compréhension qu'on a des modèles d'attachement
chez les enfants dans les communautés autochtones. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des connaissances développées propres au développement de l'attachement chez ces enfants-là? Est-ce qu'on a une compréhension différenciée des modèles d'attachement pour les enfants autochtones que, je dirais, pour les données qu'on a sur des populations peut-être différentes? Et les gens se posent la question en lien avec cette lecture sur l'attachement, des enjeux et des impacts potentiels de cette révision constante du statut de l'enfant et un peu cette idée de ne plus avoir de projets de vie qui ont été décidés, réfléchis dans le système de protection de la jeunesse actuel, à tort ou à raison, mais sur l'importance de la stabilité des liens, de l'attachement de l'enfant. Donc, comment on jongle avec ces idées-là dans un contexte familial, culturel différent? Donc, beaucoup de questions dans une. Je vais essayer de pas perdre des volets. Puis Nadine, Christiane, complétez-moi si j'oublie des choses. En fait, par rapport aux recherches qui ont été faites en matière d'attachement, en fait, il y a plusieurs recherches qui ont été faites à travers le monde dans différentes cultures différentes pour voir est-ce que la théorie de l'attachement telle qu'on connaît ici et qu'on applique ici, avec Bowlby, par exemple, Steinhauer, avec tout ce qu'on connaît de l'attachement, des styles d'attachement, est-ce que ça peut fonctionner dans des cultures différentes? Les recherches révèlent que, non, finalement, il y a plusieurs éléments qu'on n'est pas capable de percevoir à travers ça. Puis, dans plusieurs collectivités à travers le monde, autochtones ou non, on va venir dire que ça ne peut pas être validé scientifiquement dans d'autres cultures, comme c'est le cas aussi avec plusieurs théories d'ailleurs, où par exemple au Japon, tous les enfants étaient considérés comme ayant un attachement insécure à travers cette théorie-là, alors que finalement on se rend compte que c'est des enfants qui se développent bien finalement. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui ont lieu. Et plusieurs auteurs autochtones aussi au Canada qui vont mentionner que les attachements multiples, c'est quelque chose de connu dans les communautés. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la stabilité peut être perçue d'une manière différente. Et là, je le sais que ça peut être confrontant d'entendre ça pour des personnes pour qui l'attachement est vraiment au cœur des décisions. Mais pour un enfant autochtone, par exemple, qui est placé chez sa grand-mère, puis qu'on déplace chez sa tante qui habite à 2 rues, qu'on replace chez sa grand-mère, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est signe d'instabilité. Donc, je pense qu'il faut peut-être voir ça différemment. Puis par rapport à l'attachement, puis la décision que j'ai présentée, par exemple, où on a écarté le projet d'adoption, où là, on se re-questionne et on réévalue, en fait, puis on ne sait pas encore là, ce qui s'est passé finalement avec cet enfant-là, quelle décision a été prise pour lui. L'idée, comme je mentionnais, ce n'est pas toujours systématiquement de retourner l'enfant auprès de ses parents. L'objectif, c'est de ne pas fermer la porte à faire cette évaluation-là pour voir qu'est-ce qui serait dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est effectivement de rester avec cette famille-là, mais qu'on écarte juste le projet d'adoption, mais que l'enfant va continuer à rester dans cette famille d'accueil-là parce que c'est dans son meilleur intérêt? On n'oublie pas que la stabilité fait aussi partie des 8 facteurs à considérer dans l'intérêt de l'enfant. Ce qu'on va se dire, par contre, c'est qu'il y a aussi d'autres facteurs qui sont incontournables, dont la continuité culturelle. Et on sait à travers de multiples recherches qui ont été faites que le placement des enfants autochtones dans des milieux non autochtones, même si c'est un milieu stable, ça peut en venir quand même à des conséquences néfastes pour les enfants, dont la perte de l'identité, la perte de la culture, des problèmes identitaires à l'adolescence, où les enfants, de toute manière, vont tendre à vouloir revenir dans leur communauté. C'est une situation qu'on voit à Ouachat, là, je vois Nadine qui hoche de la tête. Donc, ce n'est pas vrai que parce qu'un enfant autochtone est dans un milieu stable, que nécessairement, ça va garantir son développement parce qu'il est attaché à cette personne significative-là, là, qui est la famille d'accueil. Donc, c'est vraiment de repenser les décisions en se disant, oui, la stabilité, c'est quelque chose d'important, mais il y a aussi autre chose pour s'assurer de l'intérêt de cet enfant-là, qui est l'unité familiale, la continuité culturelle, et on va évaluer régulièrement la situation, sans déplacer l'enfant là, à tout bout de champ, à toutes les fois, mais on va quand même se poser la question, qu'est-ce qui est dans son meilleur intérêt finalement? Donc, je ne sais pas si je réponds à l'ensemble des questions, mais c'est vraiment de porter une lunette différente sur les situations en tenant compte de d'autres critères qui ne sont pas uniquement l'attachement et la stabilité. Merci beaucoup, Lisa. C'était très clair. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose. Nadine ou Christiane, ça va?
Non, elle est Très bien. claire, Lisa, quand elle explique. Moi, je pourrais ajouter quelque chose parce que j'ai eu quand même comme expérience moi-même, personnellement, j'ai deux mères, tu sais, puis c'est peut-être dur à expliquer quand on a un mode peut-être différent dans les relations familiales. Moi, jeune, tu sais, j'ai été élevée en partie par une de mes tantes que je considère comme ma mère, puis j'ai ma mère aussi qui m'a élevée en partie quand elle allait mieux. Puis j'ai aussi le souvenir d'avoir toujours été, euh, euh, je te dirais, consultée par rapport aux décisions des milieux que moi, je voulais faire partie. On m'a posé la question, c'est-tu là que tu veux être? Puis, tu sais, c'est pas puis, tu sais, quand on parle aussi d'attachement multiple, ben ça fait en sorte aussi que ça fait des enfants qui ont plusieurs possibilités et plusieurs personnes à qui se référer quand que les choses vont plus ou moins bien. Fait que ça fait des milieux pour certains enfants auxquels ils sentent. Fait que moi, j'ai mes cousins puis mes cousines que j'appelle mes frères et mes sœurs. Tu sais, quand que je parle en langue inou, je les identifie comme tels. On m'identifie dans ma communauté comme quelqu'un qui a été élevé par cette famille-là aussi en partie, faisant partie d'une autre famille, mais de ma plus grande famille. Donc, tu sais, c'est sûr que dans les valeurs et les relations familiales qu'on a, parfois, ça peut être fort différent de ce qu'on retrouve dans le milieu québécois, là. Puis, tu sais, je pense que ça apporte une plus-value pour les enfants, justement, quand ils ont la chance d'avoir des donneurs de soins, comme on dit, ou des gens qui se sont impliqués dans la vie des enfants. Je pense qu'une des difficultés pour les Allochtones de comprendre et de mettre des mots sur ça, c'est que pour nous, une famille, c'est papa, maman, les enfants. Tu sais, moi, si je vous parle de ma famille, c'est mes deux filles. Après ça, je peux parler de ma famille élargie, mais c'est autre chose. Ils sont en dehors de moi, ils font partie de ma famille élargie, mais ils ne sont pas dans ma famille immédiate. Chez les Inuits, la famille, c'est tout ça. C'est les oncles, les tantes, les grands-parents, les grands-mères. Quand on parle de la famille, ça comprend même le territoire, ça comprend même la nation, les membres de la communauté font partie de la famille. Les portes sont grandes ouvertes. On ne fait pas de distinction entre parents, grands-parents, c'est tout le monde ensemble. Et ça, on a beaucoup de difficultés à comprendre ça. Fait qu'on parle d'attachement multiple, mais c'est parce que ça fait partie du quotidien d'avoir des attachements avec tout ce monde-là. La première fois que j'ai demandé à Nadine qui faisait partie de sa famille ou combien ils étaient dans leur famille, elle m'a dit, ben on est rapidement, dans 2 secondes, elle m'a dit, ben, on est 300. Je fais, OK. La famille, pour elle, c'est égal 300 personnes. Je veux dire, avant que même qu'un Québécois avec toute sa famille élargie arrive à dire qu'ils sont 300, c'est impossible. Je pense qu'il faut arriver à essayer de comprendre la conception même de comment on voit la famille pour être capable de comprendre un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, même si en dans d'une heure, 1 heure et demie, là, c'est un peu compliqué d'expliquer des façons de faire, des visions du monde qui sont complètement différentes. Merci beaucoup, mesdames. Ça suscite beaucoup de discussions et d'échanges. Hein. C'est un changement vraiment de regard sur les réalités familiales qui suscite beaucoup d'intérêt. Beaucoup de gens dans le chat font des parallèles entre ce que vous proposez et d'autres contextes d'intervention. Donc, est-ce qu'on pourrait même réfléchir à revoir et à réfléchir des contextes d'intervention qui sont non autochtones, mais avec un peu certains de ces principes-là. Donc, c'est très intéressant. Il y a quand même peut-être une ou deux questions un peu plus pointues là, sur lesquelles je veux revenir pour bien rendre compte de toutes les questions que les gens ont soulevées. Quelqu'un demande, dans le nouveau modèle, il y a toute la question là, du fournisseur de soins qui est parti au dossier, hein, qui est présent, entre autres, dans C92, là, dans le passage au tribunal. La personne dit, si cette personne-là qui est mise en cause, un fournisseur de soins pour une situation d'abus sexuel, d'abus physique, qu'est-ce que ça signifie dans un peu l'arrimage entre C92 et les systèmes de protection de la jeunesse? Qu'est-ce que ça peut signifier si je suis partie au dossier, mais que c'est moi qui ai mis en cause dans le signalement? Est-ce que, Lisa, ça va jusque-là, les réflexions, ou c'est très pointu? C'est parce que là, il faut comprendre, si le fournisseur de soins est comme l'équivalent d'une famille d'accueil
pour lequel on reçoit une alerte parce qu'il y a un abus sexuel, ben, c'est sûr que là, l'enfant va être déplacé, j'imagine, parce qu'il va y avoir une discussion si c'est les grands-parents qui sont les fournisseurs de soins. Ils vont être déplacés peut-être, surtout si c'est un abus sexuel dans une autre famille ou un autre fournisseur de soins, c'est lui qui va devenir le nouveau fournisseur de soins. Là, Nadine, tu pourrais, ou Lisa, dire des choses par rapport à ça, mais si c'est... Nous, moi, je vous dirais, là, c'est sûr que quand en intervention directe là, avec les familles, là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on est très franc à nommer les choses telles qu'elles sont. Même quand on est à la recherche de milieu, nous, on trouve important de dire aux familles, on a besoin de personnes dans ta famille qui n'ont pas de problématique de toxicomanie. On a besoin de personnes dans ta famille, tu sais, qui n'ont pas d'antécédents au niveau des abus sexuels. On le nomme. On nomme de facto même avant le placement. Puis moi, je vous dirais, là, c'est sûr là, qu'à partir du moment que c'est nommé, hein, déjà au début de l'intervention, les familles se connaissent bien entre eux. Il y a des histoires que peut-être nous, comme service, on n'a pas, mais eux ont une bonne connaissance de leur famille. Puis je peux vous dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas été nécessairement confrontés à des situations avec lesquelles ça mettait des choix inappropriés pour les enfants. Puis oui, des fois, il y a des familles qui lèvent la main, qui sont peut-être en moins bonne position. C'est pas nécessairement avec ce type de problématique-là. Puis quand on fait l'intervention auprès d'eux, tu sais, on s'assure toujours, tu sais, où tu veux, quelles sont les personnes pour toi, les filets de sécurité qui peuvent s'assurer de protéger l'enfant. Fait que ça, c'est la première chose à préconiser dans l'intervention, c'est d'être tout à fait franc à toutes les étapes et d'identifier justement les enjeux sur lesquels on veut s'assurer que les enfants ne soient pas confrontés par rapport à des problématiques qui concernent des motifs comme les abus sexuels. On le nomme clairement. Mais là, je ne suis pas en mesure de parler pour d'autres, là, mais c'est sûr que nous, dans la pratique, c'est bien intégré. Là. Merci beaucoup, Nadine. Et en fait, ça rejoint peut-être un des commentaires aussi qu'on voit dans le chat, c'est que toute cette idée d'utilisation de cercle de l'enfant ou d'approche consensuelle, hein, quelqu'un nous dit c'est très efficace pour mobiliser les parents, les enfants, la famille élargie, c'est à privilégier. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, certains des aspects du modèle que vous proposez peuvent être très inspirants, même dans d'autres contextes, parce qu'on sait que c'est des approches efficaces en protection de la jeunesse. Mais je pourrais rajouter, par contre, Marie-Pierre, là, tu sais, il faut respecter aussi le temps. Hein? Tu sais, je veux dire, des fois, on a à faire plusieurs interventions, s'asseoir avec les familles, ça se fait pas en une seule et unique intervention. Respecter le temps, ça veut dire que des fois, ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour trouver des solutions, mais je te dirais, mobiliser justement le milieu familial à ce niveau-là, ben c'est très important. Donc, ça, c'est un facteur qu'il faut quand même prendre en considération parce que les gens ils seront peut-être pas prêts à nous répondre immédiatement à la solution. Sauf qu'on leur dit oui, effectivement, mais il faut aussi rappeler aux familles, quand que nous, on intervient auprès d'eux, on n'est pas encore dans le modèle, on leur dit, c'est quand même votre responsabilité. Qu'est-ce que vous allez faire pour que l'enfant soit maintenu? Puis même s'il y a des situations où il y a des déplacements d'enfants, on est franc avec les parents. Voici la situation, ça occasionne des déplacements, voici à quoi nous sommes confrontés. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire là, pour s'assurer que l'enfant soit bien dans le milieu choisi? C'est des choses quand même à considérer. Puis juste une mini parenthèse sur les approches consensuelles, notamment par le conseil de famille. Pour ceux que ça intéresse, le Conseil de la Nation Atikamekw et Anne Fournier, entre autres, avait écrit un article là-dessus sur les avantages des approches consensuelles dans leur modèle, le modèle des Atikamekw. Puis je pense que ça peut nous inspirer plus largement au Québec sur comment on fait la protection de la jeunesse à la lumière des recommandations de la Commission Laurent. Mais entre autres, leur modèle a permis de diminuer de façon très significative les mesures judiciaires, d'améliorer
d'améliorer aussi la satisfaction des familles à l'égard des services, puis aussi de diminuer de façon très significative les placements, notamment les placements hors communauté. Donc, c'est vraiment un modèle aussi qui a plusieurs avantages là, pour les familles. Merci beaucoup, mesdames, de ces réponses. Peut-être 2 questions que je vais tenter de regrouper sans vouloir vous bousculer dans vos réponses parce que le temps file. Dans les défis d'application de ces nouvelles façons de concevoir l'intervention, il y a quelqu'un qui soulève la communauté est très présente dans les réponses ou dans les nouveaux modèles. Est-ce qu'un des défis qui pourrait arriver, c'est un enfant qui a 2 parents qui n'appartiennent pas à la même communauté? Est-ce que dans ces modèles-là, comment il réfléchit cette appartenance à un enfant à plus qu'une communauté? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de rendre des choses un peu compliquées, là? Je ne sais pas si Christiane, tu voulais répondre? Nadine, tu peux répondre, mais un enfant a un statut, il appartient à une, il appartient rarement à 2 communautés. Ça, déjà, ça règle. Les parents décident à un moment donné dans quelle communauté il appartient, là. Mais il peut avoir 2 identités, Innu et Atikamekw, là, parce qu'il y a un papa et Atikamekw puis une maman Innu, mais il va faire partie d'une seule communauté. Ça ne pose pas un problème. C'est bon, merci. Finalement, peut-être un lien, Nadine, avec ce que tu as dit dans ta dernière intervention sur le temps, sur l'importance du temps, sur donner du temps aux parents et aux enfants. Il y a quelqu'un qui soulève la question comment on arrive à conjuguer cette idée de temps et cette idée de bienveillance envers les enfants. C'est-à-dire, la personne soulève dans la loi de la protection de la jeunesse, entre autres, la diligence, c'est-à-dire l'importance d'intervenir assez rapidement dans le meilleur intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est quoi l'équilibre? Hein? C'est un dur équilibre du temps, donner suffisamment de temps aux parents, mais en même temps respecter que le temps de l'enfant peut être différent. Comment on jongle avec ces idées-là? Bien, il faut comprendre que c'est sûr que si on est dans une situation qui nécessite une intervention d'urgence, l'intervention va se faire précipitamment puisque la situation elle est urgente pour l'enfant. On ne laissera pas des enfants dans une situation de précarité si il faut faire une intervention immédiate. Sauf que quand que je parle de temps, je parle de temps de bien choisir des interventions qui vont répondre aux besoins de l'enfant, puis qui va être aussi en respect des valeurs et de la communauté et des traditions. Moi, je vous dirais, c'est pas inconciliable. Quand je parle de temps, c'est dans la préparation d'une intervention qui va être judicieuse pour l'enfant et s'assurer que les plans de bienveillance vont répondre justement aux besoins des difficultés rencontrées par les enfants, mais aussi des difficultés rencontrées par les familles pour les soutenir justement à retrouver un rééquilibre. Là. Mais c'est sûr qu'en termes d'intervention diligente, moi, je vous dirais, il est certain qu'il va y avoir une intervention s'il y a une situation d'urgence qui est nécessaire dans une situation. Si je peux juste ajouter une petite parenthèse, je pense qu'il faut aussi voir la notion de temps. Puis le temps qu'on investit avec la famille n'arrive pas en protection de la jeunesse, il arrive bien avant. Donc, tout l'investissement puis l'accompagnement qu'on va donner à la famille, il faut aussi se dire, bien, avant d'intervenir en dernier recours avec une loi d'exception, bien, tout le temps qu'on va leur offrir dans cet accompagnement-là, bien, il va aussi être avant dans les services préventifs puis les services intensifs. Donc, il va y avoir tout un travail aussi qui va être fait avec la famille de cette manière-là, sans oublier, bien sûr, que le temps pour l'enfant est quelque chose d'important, comme Nadine le mentionnait là, dans les situations d'urgence. Merci beaucoup, mesdames. Je crois qu'on a réussi à passer au travers toute la série de questions. Je vais prendre quelques minutes pour remercier les participants à la conférence. Votre engagement, vos questions ont permis un échange vraiment stimulant. Je vais aussi prendre quelques minutes pour remercier nos présentatrices pour cette présentation qui était vraiment très inspirante, très riche. Je pense que votre vision de la bienveillance à l'égard des enfants et des familles là, est
peut inspirer beaucoup d'autres systèmes de protection de la jeunesse. Donc, merci pour ce travail-là. Je tiens aussi à souligner le travail étroit de collaboration entre la recherche et les milieux cliniques. Là. Je pense que c'est aussi un exemple là, de type de projet que notre équipe veut soutenir. Alors, merci beaucoup. J'invite les gens à se joindre à notre prochaine conférence. Vous allez trouver toutes les informations sur notre site Internet. Alors, vous avez toute une série de remerciements, mesdames, qui roulent dans le chat. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à toi, Marie-André, de nous avoir invités et à Geneviève aussi là, pour cette occasion. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci tout le monde.